Qu'est-ce qu'on a dit pour la phosphatase alcaline? Très bien, donc c'est une enzyme dont l'origine, c'est le foie et aussi l'os. On a vu le foie, l'intestin, l'os, etc. Ouais. La phosphatase alcaline. Très bien. Donc, et la phosphatase alcaline. Donc la phosphatase alcaline, c'est une enzyme. C'est une enzyme de cholestase. Pour différencier l'origine osseuse, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer quoi? Hein? Très bien, de cholestase. On va associer là, la deuxième enzyme, gamma-GT. Si on trouve la phosphatase alcaline plus gamma-GT augmentée, cholestase. Si on joue une dissociation, on peut suspecter une origine osseuse. Phosphatase alcaline augmentée, gamma-GT normale, ça veut dire on peut suspecter l'origine osseuse. Très bien. Donc, la citrathymie. Pourquoi la citrathymie? La citrathymie, c'est quoi? Le dosage de citrate. Pourquoi le citrate? Très bien, bravo. Bravo, parce que c'est une forme de complexation du calcium. Donc, il augmente dans les hyperparathyroïdies et il diminue dans les hypoparathyroïdes. Très bien. Dosage hormonaux, c'est le dosage de la PTH. Donc, nous avons déjà vu la PTH, c'est un rappel. Donc, on a dit que c'est une hormone synthétisée par la parathyroïde. Il sera sécrété sous forme de précurseur qui va subir une protéolyse pour qu'il devienne un 84 acide aminé et qui est la forme hormonale active. Et nous avons dit que c'est une hormone hypercalcémiante. On commence par l'action du calcium, c'est la plus importante. Hypercalcémiante et hypophosphatémiante. La vitamine D hyper, la calcitonin hypo. C'est ça la différence. Voilà. Donc, hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Donc, au niveau intestinal, pas d'action, c'est secondaire à la vitamine D. Au niveau osseux, hypercatabolisme osseux. Au niveau rénal, absorption du calcium et sécrétion du phosphate. Très bien. Donc, au niveau osseux, entraîne la résorption des os et la libération du calcium, les phosphates, les citrates, le Mg et l'hydroxyproline. Et au niveau rénal, entraîne la diminution de l'élimination rénale du calcium, réabsorption tubulaire et l'excrétion de phosphate. Et ce qui caractérise, d'ailleurs on va le voir dans l'exploration, la PTH agit au niveau cellulaire par l'intermédiaire de l'AMP cyclique. Donc, à travers l'enzyme qui s'appelle l'adényle cyclase. On va voir le schéma. Donc, les variations physiopathologiques, donc dosage par la chimie, luminescence, immunoassay, donc les méthodes immunologiques qui utilisent la chimie, luminescence, la chimie, luminescence, ou bien l'électrochimie, luminescence. Électrochimie, luminescence, ça veut dire le signal lumineux, il est précédé par une amplification électrique. ECLIA. Ou bien la RIA. La RIA, c'est la radio-immunoassay. Donc les valeurs normales, peu importe, et on peut faire le dosage de la forme 7,84 ou bien PTH 1,84 qui soit intact, soit bio-intact. Maintenant, on a une nouvelle génération qui est très chère, donc on l'a déjà au CHU, c'est la bio-intact. Donc vous devez faire la différence. Donc, vous pouvez demander la PTH intacte et la PTH bio-intacte. La différence, c'est quoi? C'est la PTH intacte, je peux avoir la PTH, mais in vitro, je peux avoir des changements. Ça veut dire qu'il y a déjà un catabolisme. Bio-intact, je dois avoir le même temps qu'au niveau sanguin. Ça veut dire que je peux, pour l'adaptation du traitement, et
l'exploration exacte, si vous voulez, du point de vue hormonal de la parathyroïde, c'est, je peux utiliser le test BioIntact qui est très cher, mais qui me donne, je peux ajuster le traitement en fonction de l'état du patient. Donc, vous avez, on parle des hyperparathyroïdies lorsqu'il y a augmentation de PTH plus que la normale et des hypoparathyroïdies lorsqu'il y a diminution. Donc, PTH, généralement, je suis à l'aise. Donc, exploration directe, PTH. Ou bien la calcémie, la phosphatémie, la calciurie, la phosphaturie et la phosphatémie. Mais en premier lieu, c'est la PTH. Je peux faire le dosage de la calcitonin. Donc la calcitonin, hormone peptidique de 30 doses d'acide aminé. Donc on a vu tout ça, ça rappelle. On a dit que c'est une hormone hypocalcémiante, hypophosphatémiante et l'action, c'est déjà vu. On peut faire aussi le dosage de la vitamine D et ses métabolites. Donc nous avons vu le cholécalciférol, le 25-hydroxyvitamine D, le 1,25-hydroxyvitamine D, les actions, le dosage, etc. Et l'action de la vitamine D. Très bien. Et on peut faire l'AMP cyclique, le dosage de l'AMP cyclique. Nous avons dit que l'AMP cyclique, c'est l'intermédiaire de l'action de la PTH au niveau cellulaire. Donc nous allons voir le schéma. Donc lorsque la PTH arrive au niveau cellulaire, par exemple, quelle cellule à votre avis? L'os ou bien la cellule, surtout la cellule rénale, hein, au niveau des reins. Donc il y a la PTH, donc le récepteur de la PTH, une fois la PTH sera fixée sur le récepteur, il y aura stimulation d'une enzyme qui s'appelle l'adénylcyclase. Donc l'adénylcyclase, elle va transformer l'ATP en AMP. Donc adénosyl triphosphate en adénosyl monophosphate. Et l'AMP, il va subir spontanément une cyclisation. Donc une cyclisation, vous voyez, la formation plutôt de, pardon, qu'est-ce que je raconte? Donc la formation d'une AMP cyclique. Donc l'AMP, il va subir une cyclisation. Donc vous voyez. Donc ici, normalement, l'AMP normal, il est comment? Qu'est-ce qu'on trouve ici? Oui? Le cas normal. Donc le phosphate, libre. Et vous avez l'oxygène. Alors que le sujet qui va subir une cyclisation, vous voyez OH avec le OH du phosphate. Donc vous voyez si vous voulez, un petit cycle ici. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle l'AMP cyclique. Très bien. Donc l'AMP, elle va activer une protéine kinase. Donc la protéine kinase inactive, il devient protéine kinase active. Il va activer la protéine kinase. Et la protéine kinase, lorsque vous entendez le mot kinase, ça veut dire phosphorylation. Donc il va activer la réaction de phosphorylation et de déphosphorylation. Et d'ailleurs, les protéines kinases constituent actuellement un axe de recherche très prometteur en cancérologie, en oncologie. Ça veut dire beaucoup de médicaments qui sont utilisés en oncologie et en immunothérapie, ce sont des modulateurs de la tyrosine kinase. Des modulateurs, ils vont agir sur la protéine kinase, la Lederer-Velcro. Donc la protéine kinase, c'est un axe de recherche très prometteur dans l'oncologie et l'immunologie, l'immunothérapie. Donc, qu'est-ce qu'il fait la protéine kinase? Donc la protéine kinase, elle va soit phosphoryler ou la déphosphoryler des enzymes. On a dit que les enzymes, il y a des enzymes qui sont phosphorylées, deviennent actives, déphosphorylées, inactives, et il y a des enzymes qui sont le contraire. Donc, et cette phosphorylation, elle est nécessaire par la. Très bien. Donc, revenons à notre paramètre, qui est l'AMP cyclique. Donc, s'il vous plaît, c'est comme l'insuline. Donc, l'AMP cyclique, c'est le reflet
de quoi? C'est le reflet, il reflète quoi? La fixation de la PTH. Très bien. Donc, si vous voulez l'AMP cyclique, bien sûr, après, l'AMP cyclique il sera éliminé dans les urines. Donc, on fait le dosage urinaire dans l'AMP cyclique. Donc, la grande partie de l'organisme, c'est connu, la grande partie dans les urines, elle provient de l'action de la PTH. On a d'autres hormones qui peuvent utiliser l'AMP cyclique ou d'autres voies métaboliques. Mais la grande partie de l'AMP cyclique au niveau des urines, c'est après l'action de la PTH. Très bien. Donc, dans ce cas, on peut différencier deux choses. Soit le sujet, il produit la PTH normalement, mais le problème, c'est au niveau des récepteurs. Dans ce cas, on va trouver la PTH normale ou élevée, l'AMP cyclique diminuée. Ou bien, il y a une origine parathyroïdienne. Ça veut dire que le sujet ne parvient pas à produire l'AMP cyclique. Donc, à ce moment-là, on trouve la PTH diminuée, l'AMP cyclique diminuée. Donc, c'est pour différencier des hypoparathyroïdés vrais avec des pseudo-hypoparathyroïdés. Ou là, le contraire, des hyperparathyroïdés vrais ou là, des pseudos. Ça veut dire shibah. Shibah, ça veut dire les parathyroïdes fonctionnent, mais c'est l'action de la parathormone qui est défaillante. Donc, vous voyez les hypoparathyroïdes vrais, PTH diminué, l'AMP cyclique automatiquement diminué. Les pseudo-hypoparathyroïdes, PTH normal augmenté et l'AMP cyclique diminué. Vous voyez? Vous avez compris? Très bien. Maintenant, on peut doser aussi la phosphatonine. La phosphatonine, donc, c'est surtout phosphate. Donc, c'est surtout sur le métabolisme du phosphate. Et la même chose, elle est utilisée dans l'exploration tumorale. Les ostéomalacies, donc c'est une hormone hypophosphatémiante. Donc, et il peut explorer le métabolisme, ou bien, par exemple, les tumeurs ostéomalasiques, l'ostéomalacie tumorale. On peut utiliser quelques tests qui sont beaucoup plus spécialisés que les autres. Par exemple, les marqueurs de l'ostéosynthèse. L'ostéosynthèse, la synthèse osseuse. Donc l'ostéocalcine. Ou bien le peptide C terminal du procollagène 1. Donc l'ostéocalcine, c'est une protéine non collagénique de l'os, synthétisée par les ostéoblastes. Donc, qui dit synthétisé par les ostéoblastes, ça veut dire qu'il va refléter quoi? L'ostéosynthèse. Très bien. Parce que les ostéoblastes, ce sont les cellules qui sont responsables de l'ostéosynthèse. C'est un témoin fiable de l'activité du remodelage osseux. On peut utiliser le dosage de la propeptide C terminal du procollagène 1. C'est un marqueur de la formation du collagène 1 et donc de l'os. Vous voyez, ce sont des marqueurs beaucoup plus spécialisés. Donc ça, c'est l'ostéosynthèse. Mais aussi, on peut explorer la dégradation ou bien le catabolisme osseux ou bien la résorption osseuse. Et qui dit résorption osseuse, c'est surtout dans le cas de quoi? Les hypercatabolismes osseux, les métastases, les hyperparathyroïdies, les maladies de Paget. On avait déjà la maladie de Paget. Donc c'est surtout là, le rachitisme. Donc parce qu'il n'y a pas de vitamine D. Donc, mais le rachitisme, c'est déjà en amont. C'est le synthèse, etc. Donc, élévation au cours des processus d'ostéolyse exagérés. Surtout les métastases et les maladies tumorales. Et j'ai oublié le myélome. Le myélome multiple. Vous avez vu déjà, on a vu déjà le myélome multiple dans l'exploration des immunoglobulines. Les gammapathies monoclonales. Donc, les hyperparathyroïdies, la maladie de Paget et les métastases osseuses. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une tumeur pulmonaire, qui est dans des métastases osseuses,
ces métastases sont à l'origine, parce que ce sont des cellules qui sont dotées d'un pouvoir métastatique et inflammatoire très puissant. Donc il y a une inflammation, donc il y a une ostéolyse très puissante. Donc les métastases osseuses peuvent s'accompagner de l'élévation de quoi? De PTH. Quoi d'autre? Très bien, la phosphatase alcaline sera très élevée. Et bien sûr, les marqueurs de l'hydroxyapatite, la citrate, etc., le magnésium, etc. Donc, il y a une augmentation des marqueurs de la résorption osseuse. Vous avez l'hydroxyprolinurée. Parce que l'hydroxyproline, c'est quoi? C'est un constituant de l'os. Voilà qu'on a. Je viens de vous parler à l'action de PTH. Donc, au niveau osseux, entraîne la résorption des os, libération du calcium phosphate, citrate, Mg et l'hydroxyproline. Donc, une métastase osseuse, une maladie de Paget, une hyperparathyroïdie. Donc, la résorption de l'os, ça veut dire libération de tous les constituants de l'os, savoir le calcium et aussi l'hydroxyproline. Et l'hydroxyproline, il a la particularité de passer dans les urines. Parce que c'est un acide aminé soluble, très soluble. Donc, et de petite taille plus ou moins. Donc, il peut passer dans les urines. Et c'est le principal acide aminé de collagène. Donc, vous voyez, vous avez les marqueurs, les autres marqueurs urinaires. Donc, vous avez les glucosaminoglycanes urinaires. Les glycosaminoglycanes urinaires. D'ailleurs, les glycosaminoglycanes, donc ce sont des sucres complexes et qui sont aussi dotés d'une activité antibiotique. Les aminosides. Les aminosides, ce sont des antibiotiques. Ce sont des glycosaminoglycanes. Donc, mycopolysaccharides, les mycopolysaccharides, donc accumulation au cours des mycopolysaccharidoses, donc déficit, ce sont des maladies de surcharge. Donc les mycopolysaccharidoses, ce sont des maladies de surcharge. Donc, et vous avez les télépeptides C et interminants, ce qu'on appelle le cross-laps. Le cross-laps, il y a des tests qui existent dans les laboratoires qui s'appellent cross-laps. Le cross-laps, c'est un marqueur de l'ostéolyse osseuse. Et vous avez les péridinolines, donc ce sont des catabolites de l'os, mais bien sûr qui sont de moindre utilisation, beaucoup plus. Donc, surtout la PTH, les phosphatases alcalines, le bilan phosphocalcique, c'est plus utilisé. Très bien, maintenant, l'exploration dynamique. De même, c'est comme la thyroïde, c'est le même schéma, le même principe, beaucoup moins utilisé que l'exploration statique. Donc vous avez les tests de stimulation à l'EDTA. Donc si vous entendez l'EDTA, on a vu déjà l'EDTA. C'est quoi? C'est un complexant de calcium. Donc on va créer quoi? Une hypocalcémie. Donc dans un état d'hypocalcémie, c'est un sujet normal, on va faire quoi? Stimuler la PTH. Donc très bien. Donc, vous allez comprendre le reste. Donc le DTA complexe, le calcium, et crée un état d'hypocalcémie. Donc on va, sur un sujet normal, stimuler la sécrétion de PTH. Et on va faire le dosage de PTH avant et après l'administration de l'EDTA. Donc si un sujet normal, avant X et après Y, donc Y supérieur à X, parce que l'hypocalcémie va induire la sécrétion de PTH. Chez un sujet qui a une hypoparathyroïdie, donc Y est égal à X et reste diminué, donc à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de réponse de la part de la parathyroïde, il y a des parathyroïdes, donc, et c'est une exploration de l'hypoparathyroïde. Test de frénation, c'est le contraire. On va créer un état d'hypercalcémie. Donc automatiquement, un sujet normal,
Vous voyez, c'est un jeu. Si vous comprenez le principe, le reste sera très facile. Donc, administrer, au premier cas, c'est des taux bas par rapport à la normale. Dans le deuxième cas, des taux élevés par rapport à la normale. Test à la PTH exogène. Donc, dans ce cas, on va apporter la PTH. Et pour distinguer la vraie de la pseudo, hyperparathyroïde, ou la hypoparathyroïde. Donc, administration de PTH, dosage de l'AMP cyclique et diagnostic différentiel par le dosage, par l'hypoparathyroïdie, vrai et faux. Allez, donc on va apporter la PTH si on va avoir l'AMP cyclique augmenté suite à l'AMPH. Donc c'était une hypoparathyroïdie vraie. Parce qu'il faut la PTH. Une fois la PTH elle est là, elle va faire l'action, elle va assurer l'action. Si on apporte la PTH et l'AMP cyclique toujours diminuée, pseudo, c'est une pseudo hypoparathyroïdie. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'hyparathyroïde. Donc, mais l'action, il y a une résistance cellulaire. Vous voyez? Très bien. Dans les pathologies, vous avez les hyperparathyroïdies primaires, donc l'adénome des parathyroïdes, comme la thyroïde. Tableau biologique, donc le tableau biologique, donc ça veut dire une hypersécrétion de la parathormone. Donc vous imaginez le reste, donc hypercalcémie, hypophosphatémie, c'est l'action de la PTH. PTH augmentée et l'AMP cyclique urinaire augmentée. Et vous avez les hyperparathyroïdies secondaires. Par exemple, secondaire à quoi? À l'insuffisance rénale. Pourquoi? Non? Bravo, le terme exact. Parce que c'est une hyperparathyroïdie compensatrice. Ça veut dire suite à l'hypocalcémie induite par l'insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale, elle va induire une hypocalcémie. Donc l'hypocalcémie, l'état de l'hypocalcémie, il va stimuler la sécrétion de la PTH. Très bien. Donc, et voilà un petit bas. C'est ça comme déjà. Donc, l'insuffisance rénale chronique suite à l'hypocalcémie. Ou bien l'affection digestive, c'est la même chose. Donc, ça veut dire malabsorption, par exemple, etc. Donc, on peut avoir l'absorption de la vitamine D et du calcium. Donc, une hypocalcémie. Donc, maintenant, les hypoparathyroïdies. Donc, déjà, de point de vue chirurgical, donc si je vous pose la question, si on intervient du point de vue chirurgical, est-ce qu'on peut faire la différence entre la thyroïde et la parathyroïde? Donc, s'il y a une petite ablation, donc on va enlever aussi les parathyroïdes. Donc, c'est une hypoparathyroïdie généralement suite à la chirurgie de la thyroïde. Donc, on peut créer un état de donc, les hypoparathyroïdes, soit une absence, presque histologiquement, anatomiquement, on parle de la thyroïde ou de la parathyroïde. Donc, déjà, les sujets qui présentent généralement des athérioses, il y a toujours des problèmes, souvent des problèmes aussi des parathyroïdes. Donc, absence congénitale des parathyroïdes et surtout l'insuffisance post-chirurgicale. Donc, on ne fait pas l'intervention contre la parathyroïde, mais on fait contre la thyroïde, généralement, la plus fréquente. Mais tellement les parathyroïdes sont ancrés dans la parathyroïde, c'est très, très difficile de les mettre en évidence, de faire en opérant, donc on ne fait pas la différence entre la thyroïde et la parathyroïde. Oui, oui, en quelques cas, oui, on peut aller jusqu'à la thyroïdectomie, oui, quelquefois. Pardon? Oui. C'est pour cela d'ailleurs que toujours, en post-chirurgical, parmi les bilans qu'il faut faire, bravo.
toujours, quasiment, d'ailleurs les recommandations, donc pour les chirurgiens, l'ORL ou la chirurgie générale, dans les cours de spécialité, donc les recommandations, dans la thyroïdectomie, toujours, il faut faire un bilan phosphocalcique. Parce qu'il y a toujours des conséquences sur la parathyroïde, ou bien les parathyroïdes. Donc, tableau biologique, hypocalcémie, PTH diminué, hyperphosphatémie, l'AMP cyclique urinaire diminué. Et vous avez les pseudo-hypoparathyroïdes. Donc, la différence de l'AMP cyclique. Anomalie des récepteurs de la PTH. Donc, PTH normal augmenté, AMP cyclique diminué.